Les événements de cette histoire se dérouleront dans l'un des temples des anomalies, où une divinité inconnue était vénérée. Cette divinité avait l'air assez inhabituelle, du moins parce qu'elle résidait dans une grotte effrayante, où la lumière se réfractait, donnant à la pièce une teinte verdâtre. À première vue, le Très-Haut semblait avoir plusieurs bras, mais en y regardant de plus près, on pouvait comprendre qu'il ne s'agissait que de manches longues flottant dans le courant d'air. Dans ce monde, les gens adorèrent leur Dieu, et c'est pour cela qu'il y avait des gens agenouillés autour de la statue, donnant l'impression qu'ils priaient. Cependant, cela semblait très étrange, comme si leur tête reposait sur leurs genoux, détachée de leur cou, car leur cou était anormalement long et caoutchouteux. Il existe de nombreuses formes d'existence connues sous le nom d'anomalies dans ce monde. La vie dans ce monde est mystérieuse et imprévisible. Les gens ressemblent à des zombies, même s'il est peu probable qu'il s'agisse de véritables zombies. Ils ont l'air parfaitement humains, mais leurs yeux rouges brillants et leur comportement erratique sont très troublants. Peut-être devrions-nous commencer à faire connaissance avec les héros de cette histoire. Dans une certaine pièce, un jeune homme se tenait debout, et il a été dit qu'il y a un mois, le soi-disant collectionneur, l'un des 12 chevaliers de l'association de purification, avait tendu une embuscade à une session spirituelle en Asie du Sud-Est, au siège de Bangkok. Ce chevalier était le plus recherché par l'association de purification, et il était considéré comme le plus grand terroriste. Le jeune homme aux cheveux noirs semblait plutôt calme, et en même temps, contemplatif alors qu'il essayait de comprendre comment tout cela était lié à lui. Les mots « transmigrants », dépourvus de pouvoir spirituel, « association de laquais anormaux » résonnaient dans son esprit. Puis il commença à se demander, plus en plaisantant que sérieusement, s'il ne pourrait pas faire l'imbécile jusqu'à la retraite. Cependant, l'humanité sera purifiée, et le monde finira par disparaître et s'abattra sur nous. Ces paroles ont été prononcées par les gens qui se tenaient autour de cet homme. Ils adoraient, comme dans cette grotte sinistre à la lumière verte, une divinité inconnue. Seulement ici, cela paraissait plus moderne. Très probablement, tout cela se passait dans une bibliothèque. Le jeune homme se tenait devant tous, ces gens, avec 2 tasses de café à la main, perplexe quant à ce qui se passait. Et puis, en un instant, cela l'a frappé. La peur et l'horreur apparurent sur son visage. Puis, s'adressant apparemment à tout le monde, il demanda avec incrédulité « Suis-je par hasard un collectionneur d'horreur ?» Et qui il est vraiment, nous le découvrirons dans le prochain chapitre. Les événements se déroulent lors d'un coucher de soleil pittoresque dans la ville de Maple Valley. La ville semblait être inhabitée depuis très longtemps, et il semblait que les gens avaient disparu de la ville, laissant tout derrière eux à la hâte. Les voitures sur les routes commençaient déjà à rouiller, les bâtiments s'effondraient, et les trottoirs étaient envahis par l'herbe. C'est ce qui arrive lorsqu'il n'y a personne pour s'occuper des choses. Des grappes d'infections anormales sont apparues dans la ville de Maple Valley. Des gens ressemblant à des zombies erraient, même s'il s'agissait peut-être vraiment de zombies. Ils avaient l'air terrifiants et dérangés, comme s'ils étaient constamment à la recherche de victimes. Leurs vêtements étaient déchirés, et du sang coulait de leurs yeux et de leur bouche. À un moment donné, ils parurent tous devenir fous. Ils ont commencé à crier et à ouvrir la bouche pour s'accrocher rapidement à quelqu'un. Les balles pleuvaient sur eux. Les zombies reculèrent de peur. Devant eux se tenaient des gens entièrement armés de la tête aux pieds. Ces individus avaient l'air très sérieux. Soudain, une bataille s'ensuivit entre l'armée humaine et l'armée zombie. Dans ce monde inhabituel, l'Anomaly Association est devenue la seule bouée de sauvetage de l'humanité. Ce sont ces personnes qui ont tiré sur les personnes infectées. À l'heure où il ne restait presque plus de zombies, cela aurait pu ressembler à une guerre inégale. Certains ramassèrent des restes de chair, tandis que d'autres discutaient de ce qui s'était passé. Les journalistes se tenaient à distance, portant des vêtements de protection pour se prémunir contre l'infection. Ils parlaient à l'un de ceux qui combattaient les zombies. Ils voulaient comprendre comment le chef du département et son vaillant leadership avaient réussi à éliminer un incident majeur impliquant une infection anormale. Et bien sûr, ils voulaient connaître son opinion à ce sujet. Tout cela était diffusé en direct. Le chef du département a répondu à la question posée devant toute la nation, tandis que les gens regardaient à la télévision. Dans l'un des appartements, on pouvait entendre et voir la télévision pendant qu'il parlait, affirmant que c'était la responsabilité de chacun, et que les personnes qui regardaient actuellement la télévision pouvaient courageusement unir leurs forces, l'association des anomalies. La télécommande était dirigée vers la télévision. Il était éteint et dans le reflet, une silhouette familière pouvait être vue. C'était le présumé collectionneur d'horreur. Il s'est assis sur le canapé et, après avoir tout vu, il s'est demandé de quel genre d'absurdité tout cela était. Il a alors réfléchi à haute voix, un morceau de papier à la main, que la personne de l'association ne reculerait devant rien pour recruter de nouvelles personnes.
Puis, il détourna son regard du journal et dit que si les anomalies étaient monnaie courante et qu'il n'était qu'un transmigrant ordinaire, il n'en savait rien. Un transmigrant, un réfugié, un immigrant. Il s'est accidentellement retrouvé à un moment qui coïncidait avec son entraînement, et il ne pouvait pas y échapper même s'il essayait. Quant au papier qu'il tenait à la main, c'était une lettre de démission adressée au chef de la division Sud-Ouest. Ce qui suit était écrit dessus. Aujourd'hui est mon premier jour de travail et je pense que c'est le moment idéal. Cela fait plus de 6 mois que j'ai été envoyé en formation pour la première fois. Durant cette période, je n'ai reçu aucune aide de l'association, mais j'ai acquis beaucoup d'expérience par moi-même. Ici, non seulement le processus d'approbation est alambiqué, avec des fonctionnaires qui ne sont jamais disponibles et un environnement de travail risqué, mais en plus les salaires sont faibles, voire inexistants. Bref, aller travailler, c'est comme visiter une tombe. Je m'en fiche plus. Au revoir, il a été écrit du point de vue de Lifan. Après avoir lu tout cela, notre héros a regardé de travers l'insigne qui pendait autour de son cou puis l'a effleuré avec sa main. En un instant, il libéra son cou du cordon qui retenait la carte à son image. Il commença à quitter la pièce, disant que puisqu'il n'avait pas les premiers souvenirs de ce corps et que son rang de pouvoir spirituel était si bas, il valait mieux profiter de l'occasion pour partir plus tôt. Le jeune homme sortit dans la rue et se dirigea délibérément vers la boîte aux lettres. En s'en approchant, il tendit une enveloppe de couleur crème jusqu'à l'ouverture de la boîte aux lettres. Après avoir déposé la lettre, il a commencé à réfléchir près d'un immeuble voisin, à ce qu'il ferait de son ancien métier, qui consistait à vendre des antiquités, une fois parti. C'était beaucoup plus sûr et plus tranquille que son style de vie actuel. Il entra dans une pièce spacieuse, plus précisément une cafétéria. Les gens étaient assis à table et mangeaient. Le jeune homme pensait qu'ils s'étaient toujours entraînés ensemble, mais depuis la séparation, toutes ces conversations grandioses et émouvantes avec des promesses colorées, venant bien sûr de ces personnes pleines de puissance spirituelle, avaient cessé. Ils étaient entrés en première ligne auprès des départements populaires. Il regarda 2 jeunes hommes qui portaient les mêmes insignes que lui. Il continuait de penser que les gens autour d'eux étaient tous des membres du département administratif, et même s'ils ne pouvaient pas se comparer aux travailleurs de première ligne, ils constituaient au moins un département qui exerçait de l'autorité. Le jeune homme prit un plateau de nourriture et, passant devant les tables, observa tout autour de lui et réfléchit même à l'endroit où s'asseoir et déjeuner. Il continua ensuite son analyse en passant devant les tables où les gens étaient assis. Il pensait que les autres étaient des perdants, envoyés au centre de support, avec de mauvaises notes et des salaires encore plus bas. Il s'agissait d'employés occupant des postes inférieurs. Il réfléchit à cela en regardant le jeune homme tenant une pomme. Alors qu'il traversait le passage entre les tables, 2 jeunes hommes passèrent devant lui et en le voyant, ils commencèrent à se chuchoter. Une fois passés, ces 2 jeunes hommes s'encourageaient à regarder le type qui passait. Pendant ce temps, le jeune homme marchait comme s'il devinait ce qui se passait. C'était un exemple clair de la manière dont la hiérarchie était établie. Pendant tout ce temps, le jeune homme marchait avec une expression calme, comprenant que, heureusement, tout cela n'avait rien à voir avec lui. Il serait totalement libre. En passant devant l'une des tables, notre héros a été appelé par un gars avec une expression joyeuse sur le visage, le qualifiant même de frère. Mais dans ce contexte, frère était utilisé comme un terme familier. Il n'était pas réellement frère. La brune s'est approchée de la personne et pendant qu'il déposait son plateau, l'inconnu, en sirotant son verre, a entamé une conversation sur son affectation au secteur équipement du centre d'assistance. Puis il demanda où avait été assigné le héros de cette histoire. Bien installé, Lifan a déclaré qu'il avait été affecté au secteur de l'analyse. Le gars à côté de qui il était assis était tellement surpris qu'il a même renversé le contenu de sa tasse sur lui-même. Après que le gars a révélé à quel service il était affecté, tout est devenu trop calme et le voisin de table s'est complètement détourné. Quant aux héros de cette histoire, ils continuaient nonchalamment à vider leur plateau. Cependant, tout le monde autour a commencé à discuter de ceux qu'ils avaient entendus. Les gens se sont posés différentes questions, telles que le secteur de l'analytique, c'est le pire département en matière d'anomalies, et certains ont ouvertement expliqué qu'il était impossible d'obtenir une promotion ou de recevoir une augmentation et qu'ils travailleraient jusqu'à leur mort. Des discussions ont eu lieu sur la manière dont le secteur de l'analyse traite quotidiennement les canalisations anormales. Les gens se sont méfiés de ce type et ont décidé de garder leur distance. Le voisin de Lifan, l'appelant une fois de plus son frère, a commencé à dire qu'il ne poserait pas de questions sur son score, puis a essayé de le consoler en lui disant que ce n'était pas si grave, et que le secteur de l'analyse était sûr, n'est-ce pas? Mais ce dialogue fut interrompu par une voix venant de la télévision.
Les gens assis en face, visiblement intéressés par ceux qui étaient montrés et dits, en discutaient. La nouvelle interrompait le programme en cours avec des mises à jour urgentes. Revenons un peu en arrière et parlons spécifiquement de cette grotte sombre et verte. Ainsi, à la télévision, on pouvait entendre qu'il y a un mois, le collectionneur, l'un des 12 chevaliers de l'association de purification, avait tendu une embuscade lors d'une séance en Asie du Sud-Est au siège de Bangkok. Les personnes qui adorèrent cette statue massive ont été tuées. Il tua personnellement sur place 35 spiritualistes, dont 7 grands spiritualistes au corps possédé qui furent décapités. À ce moment précis, comme nous le savons déjà, des personnes aux têtes coupées étaient assises dans une pause de prière, et un homme passa à côté d'elles, se dirigeant droit vers la statue entourée de crânes enflammés volants. Ensuite, le portrait d'un jeune homme a été projeté sur l'écran en grande image. Ce trait du visage ressemblait à ceux d'un elfe. Après tout ce qui s'est passé à la cafétéria, il y eut un silence de mort. Ensuite, des discussions animées sur ce qui a été entendu et vu ont commencé entre les jeunes hommes familiers. Certains se demandèrent pourquoi ce collectionneur était si méchant, pourquoi il avait décapité 35 spiritualistes. Mais certains avaient entendu dire qu'il avait de très bonnes intentions, visant des personnalités éminentes du pays, qu'il s'agisse d'hommes politiques ou de membres d'une organisation hostile. Pendant ce temps, Li Fan s'est assis et a bu sa boisson, écoutant d'abord le fait que cette personne était la seule sur la liste des personnes les plus recherchées, alors les deux parties faisirent leur pas. Mais plus tard, le jeune homme s'est dit que ce collectionneur était expérimenté, et même les gens se détournaient lorsqu'ils le rencontraient. Il se rend alors compte de la chance qu'il a d'avoir présenté sa démission. Il ne rencontrerait plus jamais ce salaud dans cette vie. À un moment donné, son téléphone a sonné. Notre héros a été surpris. Après avoir décroché le combiné, il a demandé de qui il s'agissait. À l'autre bout du fil, la personne a affirmé qu'il s'agissait de Len Fan et a mentionné le numéro d'index du secteur analytique, ainsi que le fait que ses parents étaient là en train d'attendre. Pour le jeune homme du dortoir des employés. Après cela, Li Fan s'est levé joyeusement de la table à manger et a commencé à remercier l'appelant. Alors que notre héros était sur le point de partir, sa nouvelle connaissance l'a appelé à nouveau comme son frère et lui a demandé s'il ne voulait pas boire encore quelques gorgées, car il touchait à peine à la nourriture. Le jeune homme déclina, affirmant qu'il n'en avait pas besoin, et termina son repas en conseillant à son compagnon de prendre son temps pendant qu'il traversait rapidement le dortoir. Près de la mission dotée de grandes fenêtres panoramiques au rez-de-chaussée, qui était le dortoir, se trouvaient 2 personnes avec des valises. Un homme et une femme. La femme aux cheveux roux vêtue d'une robe violette s'est exclamée « Fan Fan, tu es devenu si maigre depuis la dernière fois que nous t'avons vu. Vous mangez toujours mal. Ton père et moi t'avons apporté beaucoup de nourriture. N'oubliez pas que vous devez manger. » Pendant ce temps, l'homme se levait et regardait simplement avec retenue. Mais il semblait que cela n'avait pas duré longtemps, car il a ensuite déclaré qu'il voyait que son garçon était devenu plus mince, mais qu'il était toujours plein d'énergie. Il semblerait qu'il n'ait pas relâché son entraînement. La dernière phrase du père était accompagnée d'une expression fière sur son visage. Il y avait 3 personnes, la mère, le père et le fils. Ils étaient tous si beaux et si heureux. Mais à ce moment-là, le jeune homme réfléchit à quel point ce monde était différent du précédent. Dans ce monde, il y avait des parents, il y avait une famille. Puis Li Fan a conduit ses parents dans la pièce où ils vivaient. Après avoir ouvert la porte, il fit signe à sa mère et à son père d'entrer et de s'asseoir rapidement. Il avait vraiment l'air heureux, comme cela pouvait paraître. Au moment où ses parents s'éloignèrent, et que le jeune homme resta pour fermer la porte, il pensa que même s'il n'avait pas hérité des souvenirs de ce corps, il pouvait dire à leur visage aimable et attentionné que c'était une bonne famille. Et puis il se demanda silencieusement s'il formait vraiment une famille. Peut-être pourrait-il comprendre sa résignation. Puis le jeune homme alla verser de l'eau à ses parents, leur demandant comment ils étaient arrivés là. Et maintenant nous pouvons observer une situation familière. L'heureux jeune homme se retourna, tenant 2 verres à la main. C'est seulement maintenant qu'il leur a demandé s'ils préféraient autre chose que de l'eau, suggérant qu'ils pourraient acheter quelques sachets de thé. Mais à un moment donné, il semble que le jeune homme ait commencé à se sentir mal à l'aise car il ne comprenait pas pourquoi l'atmosphère devenait soudainement si lourde. Peut-être que tout le monde avait entendu parler de sa démission. Mais non, on s'en souvient, il l'adorait. L'homme et la femme s'agenouillèrent, la tête baissée, proclamant que l'humanité serait purifiée, que ce monde misérable prendrait enfin fin et que le Seigneur des abysses descendrait sur eux. Le jeune homme était, on le sait, abasourdi. Il restait là, ne comprenant tout simplement pas ce qui se passait. Son esprit était rempli de tant de questions, et il n'y avait de réponse à aucune d'entre elles. Nous pouvons observer que l'homme et la femme adoraient ce jeune homme, tandis que Li Fan l'observait avec prudence.
Les gens ont commencé à parler de l'achèvement de la première étape du projet Coucou. Ils avaient déjà placé 323 bombes spirituelles dans cette branche. Tous les espions attendaient ses ordres et étaient prêts à être dépêchés à tout moment. Ils lui ont demandé s'il souhaitait procéder immédiatement à l'exécution de la première étape du plan. Plus tard, ils ont discuté de la façon dont tous les enquêteurs seraient anéantis dans une seule explosion. C'était vraiment un plan sans faille. Ils ont supplié Lifan d'accepter les éloges de ses subordonnés et ont demandé la descente du Seigneur des Abysses. Cependant, chaque jeune homme a changé d'avis et a agité ses mains, leur demandant d'attendre un moment. Pendant un moment, le jeune homme a semblé s'abstraire du monde et a commencé à réfléchir à ce que ces gens lui disaient réellement. Après tout, il avait déjà entendu ces mots inquiétants quelque part. Mais peu importe comment il essayait de reconstituer les mots, il ne comprenait tout simplement rien. Ces pensées furent interrompues par la voix d'un fidèle. Ils lui ont demandé s'il voulait cette chose en particulier. Notre héros ne comprenait clairement pas ce qu'ils attendèrent de lui, car il les regardait avec méfiance. Et à un moment donné, un homme se tenait à côté de lui, tenant une valise, et une femme s'agenouillait, présentant un objet inconnu au jeune homme. Lorsque le jeune homme réalisa ce qu'il tenait, il fut horrifié et son esprit fut instantanément rempli de tant de questions, telles que « Qu'est-ce que c'est ? Devant ? Quel genre de passe-temps maladif cette personne a-t-elle » Avant Lifan, c'était sa propre valise, contenant des têtes coupées. L'homme s'est agenouillé et a présenté l'affaire comme s'il s'agissait d'un cadeau, déclarant qu'il protégerait ses ordres, au péril de leur vie, appelant le jeune homme « l'élu ». Il semblait que le jeune homme était déjà si terrifié qu'après avoir été qualifié de collectionneur, il a presque perdu connaissance. Nous découvrirons bientôt la suite. Après que l'homme ait présenté la valise avec des têtes, notre héros a presque crié d'horreur. Il regarda le contenu et 1 million de pensées lui traversèrent l'esprit. Par exemple, il ne pouvait pas comprendre s'il avait été transféré dans le corps d'une personne gérant les espions de l'Association des Anomalies. Et pourtant, il n'a reçu aucune compétence ni souvenir de ce corps. Comment est-ce possible? Ou peut-être que tout le monde découvrirait qu'il était un imposteur et qu'il y aurait une autre tête dans cette valise. Il comprit que sa vie future dépendait peut-être de sa réaction actuelle. Par conséquent, la première chose qu'il a décidé de faire a été de garder son calme et le sourire aux lèvres. Le jeune homme brillait comme si c'était le plus beau jour de sa vie. La femme, agenouillée, la tête dans les mains, et l'homme debout ne comprenaient pas une telle réaction de la part du jeune homme. Puis l'homme n'a pas pu résister et a demandé ce que signifiait son sourire. Et puis, comme pour répondre à sa propre question, il l'a fait. En un instant, l'homme adulte se précipita à genoux devant le jeune homme. Il ferma les yeux et tendit avec impatience les mains vers notre héros. D'une main, il lui prit la main et de l'autre, il tenait un appareil. Il a dit que c'était un interrupteur à bombe spirituelle. C'était aussi bon que la liste d'espionnage. Notre héros ne comprenait toujours pas ce qui se passait. L'homme a expliqué comment fonctionnait l'interrupteur. Notre héros pourrait appuyer sur le bouton et tout exploserait en enfer simultanément, ou il pourrait les changer un par un, et tout exploserait lentement et séquentiellement. Lifan n'était pas satisfait des instructions. Il pensait seulement à la façon dont cela fonctionnerait avec l'Association des Anomalies. Après tout, il comprit qu'il se trouvait là. Pendant que notre héros était perdu dans ses pensées, l'homme continuait de parler. Il a mentionné que Lifan n'avait besoin que de pouvoir accepter quelques individus blessés et réveillés après l'explosion, et qu'il s'occuperait de tout le reste. Le jeune homme se tenait là, regardant d'abord le dispositif de détonation, puis les instructions. Mais pendant tout ce temps, il se demandait s'il devait insister ou non. Il ne savait pas combien de personnes allaient mourir à cause de ces explosions, et ce qu'elles attendaient réellement de lui, ou ce qu'elles signifiaient, en acceptant les blessés et les réveillés. Ainsi, notre héros a compris que s'il se contentait de rester là et de regarder, il serait probablement exposé, et il ne voulait pas cela parce qu'il pourrait le décapiter. À ce moment-là, l'homme et la femme étaient déjà agenouillés devant notre héros. Ils avaient une pensée commune, c'était qu'ils ne comprenèrent pas pourquoi il hésitait. Après réflexion, la femme décide finalement de parler. S'adressant à lui, elle lui expliqua que le projet Coucou deviendrait bientôt extrême, et que s'il ne faisait rien, l'Association des Anomalies s'y intéresserait bientôt. Elle a ensuite révélé qu'il s'agissait d'un ordre direct du réalisateur. Après avoir entendu cela, Lifan a semblé prendre vie. Il supposait que le collectionneur était si instruit que le directeur l'enviait sûrement et, bien sûr, ils avaient des désaccords. Mais il suivait toujours les ordres de chacun. Afin de se protéger, notre héros a décidé de mentir. Il a dit que l'Association des Anomalies avait entendu parler du projet Coucou et qu'elle avait donc pris des précautions supplémentaires. Il a essayé de paraître convaincant et a suggéré de ne pas se précipiter et de passer au plan B.
De telles paroles enthousiasmèrent l'homme et la femme. Le visage de notre héros changea, et il annonça qu'il était enfin arrivé au point où le collectionneur allait prendre d'assaut le quartier général. Ces deux-là étaient toujours à genoux, mais notre héros parlait déjà de changer le format de leur rencontre. Cela ne devrait pas arriver de manière aussi inattendue. L'homme a immédiatement signalé que des mesures seraient prises, mais la question restait de savoir quoi faire du projet Coucou. Li-Fan leur a ordonné d'appeler les choses par leur nom propre, et puis il leur a ordonné de partir. En réponse à l'ordre, le couple a accepté et a hoché la tête docilement. Quelque temps plus tard, ils commencèrent à se dire adieu comme s'ils étaient une famille ordinaire. Au moment où le majordome arriva, ils étaient déjà debout et engageaient une conversation animée. Bien sûr, tout cela n'était que pour le spectacle. Le soi-disant père donnait des instructions à son supposé fils, lui disant de travailler assidûment et de s'entendre avec ses collègues, car trouver un si bon travail n'était pas facile. À cette époque, la mère parlait de la chose la plus importante qui était le bonheur. Ils ressemblaient vraiment à une vraie famille, si heureuse et insouciante. Li-Fan leur a dit de ne pas s'inquiéter car il était affecté au secteur de soutien, le département le plus sûr. Le majordome a observé la scène idyllique de bonheur et d'harmonie familiale. Après tous les adieux et bons vœux, notre héros s'est approché maladroitement du majordome et lui a demandé d'accompagner ses parents. Ils lui ont répondu qu'il ne devrait pas s'inquiéter et que tout serait pris en charge selon les besoins. Ensuite, le majordome lui a demandé de se dépêcher à son rendez-vous car cela n'aurait pas l'air bien s'il était en retard à sa première réunion de travail. Après que tous les mots aient été prononcés, il regarda ses parents et le majordome sortir par la porte, se tenant derrière et leur faisant signe au revoir. Une fois tous ces gens partis, notre héros a effacé la fausse joie et le bonheur de son visage, puis il a claqué la porte d'entrée avec force. Puis il s'est rapidement mis à fouiller son espace de vie, tel un petit détective. Il vérifiait absolument tout, regardait partout, sous les tapis, sur le réfrigérateur, dans les tiroirs. Il a même examiné les choses à la loupe. Au bout d'un moment, notre héros poussa un soupir de soulagement et se réjouit que sa maison ne soit pas mise sur écoute. Ensuite, il a décidé de prendre une douche. Sous la douche, il a essayé de comprendre et d'accepter qu'il était le collectionneur, mais il ne pouvait pas comprendre s'il était un méchant ou non. Mais le plus terrifiant était qu'il ne savait absolument rien de ce corps, et s'en remettait peut-être au destin. Il ne savait pas s'il devait apprendre quelque chose de nouveau pour se protéger. Il rêvait simplement d'une belle famille harmonieuse, et d'un emploi stable d'antiquaire. Il a compris qu'il lui faudrait oublier ses rêves de richesse et, en principe, ses aspirations. Désormais, il devrait planifier soigneusement chaque mouvement du projet Coucou. Il ne comprenait toujours pas vraiment si c'était dangereux ou si cela valait la peine de jouer avec le feu. Assis sous le jet d'eau, il réalisa qu'il devait récupérer son bon de livraison. Sinon, l'association des anomalies soupçonnerait sûrement quelque chose. Pendant ce temps, pendant que notre héros envisageait sous la douche toutes les options possibles pour éviter d'être attrapé ou découvert, l'homme et la femme qui l'observaient s'arrêtaient dans une ruelle pour discuter de ce qui s'était passé. Ils ne comprenèrent pas comment le projet Coucou pouvait se terminer si facilement. Que se passerait-il au siège une fois que cette nouvelle leur parviendrait? L'homme essaya de raisonner à voix haute, incapable de comprendre comment tout s'était passé. Après tout, ils étaient sur le point de détruire complètement la branche sud-ouest. Incapable de se contenir, il s'est exclamé qu'il n'avait aucune idée de ce que signifiait le plan B. En réponse, la femme s'est indignée, car elle ne pouvait pas savoir que le projet Coucou n'était qu'un prétexte pour que le quartier général le teste. Il semblait que tout le monde perdait patience. L'homme au volant a commencé à trembler pour une raison inconnue. Ils ont mentionné que l'aura émanant du jeune homme était devenue extrêmement oppressante et que pendant un instant, il semblait avoir franchi les portes de l'enfer. La femme n'a pas apprécié cette conversation. Elle a supposé que cela s'était produit parce qu'aucun d'entre eux ne savait quand ils feraient partie de sa collection et qu'en fin de compte, il était une personne capricieuse. L'homme a posé une question, se demandant ce qui se passerait si un conflit survenait un jour entre lui et le réalisateur. L'homme a commencé à ressentir quelque chose, et il a commencé à parler du fait qu'il était les parents du 5e couple et qu'il ne voulait pas se faire remarquer. Il a commencé à perdre sa vigilance. La femme assise à côté de lui posa sa main sur la sienne, essayant de le calmer et lui offrant des mots de réconfort. Puis elle raconta comment, malgré tout, elle croyait que le jeune homme était la personne la plus proche de leur Seigneur des Abysses, et jusqu'au jour de sa descente, il pouvait expier leurs péchés. Elle a reconnu qu'elle était très sensible à tout. Soudain, l'intérieur de la voiture s'est rempli de fumée noire. Cependant, l'homme et la femme restaient étrangement calmes, et la femme souriait même pour une raison quelconque. Puis elle a simplement déclaré qu'ils avaient un problème à régler.
De la fumée noire, voire du brouillard, une personne émergea. Il se tenait juste devant la voiture, située dans une ruelle de la ville. Il semblait que cette fumée allait engloutir le monde entier. L'homme familier, que nous connaissions, est sorti de la voiture, tandis que la fumée prenait des formes humaines et se précipitait sur l'homme qui venait d'en sortir. Mais l'homme ne semblait ni surpris ni effrayé. Au lieu de cela, il observait calmement ce qui se passait. Ce quelque chose a commencé à dévorer l'homme. Il n'a opposé aucune résistance. En un instant, l'homme, partiellement englouti par la puanteur, montra grandiosement un cœur arraché. Puis, comme si de rien n'était, il est remonté dans la voiture. D'une main fermant la porte, il tenait toujours le cœur dans l'autre. L'homme était assis à côté de la femme, qui semblait indifférente aux événements, comme s'il s'agissait d'un événement ordinaire. L'homme s'est assis et a regardé le cœur arraché. Et puis, comme un homme mort, la voiture, la peau en décomposition et tout, a commencé à mordre l'organe. Pendant ce temps, alors que l'homme dévorait les restes de son repas, la femme commença à parler de la façon dont le pouvoir spirituel est absorbé. Elle a mentionné que cela émane d'un membre de l'association unie. Après que tout ait été dit et fait, ils sont finalement partis. L'homme a exprimé son mécontentement, précisant notamment que seule la chair issue de l'association pouvait être aussi aigre. Il a donc suggéré de dîner ailleurs et d'essayer un plat différent. Par exemple, de la viande avec des légumes frits dans une friteuse et assaisonnée de piment. Cependant, il semble que la jeune fille n'ait pas apprécié l'initiative puisqu'elle a proposé d'utiliser les légumes comme raviolis et le chili pour les plats froids. Ce dialogue s'est poursuivi tandis que leur voiture s'éloignait lentement de la ruelle. Pendant ce temps, dans l'un des services de police, une réunion avait lieu. Cela s'est déroulé dans une très grande salle remplie de monde. La personne qui parlait était l'un des hauts fonctionnaires. Il a commencé à énumérer des noms de personnes, les appelant à monter sur scène, déclarant qu'il souhaitait leur remettre des prix honorifiques. Le public se tut. Notre héros y était également présent. Il s'assit et ne comprit pas pourquoi ces noms lui semblaient si familiers. Mais aucune des personnes présentes n'a même pu deviner les secrets apportés par ce jeune homme, mais nous en reparlerons plus tard. Après que toutes les personnes nommées soient montées sur scène, l'officier les a félicités, affirmant que toute leur réalisation était le résultat d'un travail acharné. Malheureusement, il y avait un problème. Le chef de la police a poursuivi en parlant des informations reçues selon lesquelles des espions auraient infiltré l'association sous couvert d'enquêteurs. À ce moment-là, Lifan s'est rendu compte. Il se rappela où il avait déjà entendu ces noms. Ils figurèrent sur la liste que lui avaient remise l'homme et la femme. Notre héros a paniqué comme un enfant. Il ne pouvait pas comprendre s'il avait également été exposé. Mais à ce moment-là, tout le monde dans la pièce soupçonnait que quelque chose de désagréable était sur le point de se produire. En quelques instants, des personnes luttant contre ceux infectés par une infection anormale ont fait irruption dans la pièce. Toutes les personnes présentes étaient effrayées. Presque immédiatement, des personnes dotées de super-pouvoirs sont arrivées. Les gens autour maudissaient et ne comprenaient pas ce qui se passait. L'une des femmes dotées de super-pouvoirs s'est approchée d'un des gars sur scène. À cette époque, tout le monde discutait de ceux qui auraient pu arriver et qui nécessitaient la participation de personnes aussi extraordinaires. De telles personnes étaient appelées des déviants. Ils étaient très différents des gens ordinaires. Par exemple, le gars debout, apparemment vêtu d'un costume ordinaire, semblait être une personne ordinaire à première vue. Mais le gant sur ses mains et l'absence d'un œil laissaient penser le contraire. Notre héros, observant toute la situation, a essayé de garder son calme. Cependant, il n'y parvint pas du tout, puisqu'il serra dans sa poche quelque chose de nettement désagréable, luttant pour garder son sang-froid. Ce qu'il y avait exactement dans sa poche et ce qui allait se passer ensuite, nous le découvrirons dans le prochain chapitre. L'homme sur scène était toujours debout et continuait son discours. Cette fois, il était plus enthousiaste et a même fait un geste. Il a parlé de l'enquête qu'ils ont menée, révélant que ces 13 individus appartenaient à l'association unifiée et à l'association de l'esclavage. Il nourrissait des intentions malveillantes et attendait le moment opportun pour frapper. 2 gars assis dans les gradins ont commencé à discuter du sujet avec ferveur après avoir tout entendu. Le blond, perplexe, posait question après question, incapable de croire si c'était vrai et si les ennemis étaient juste sous leur nez. Le brun ne comprenait pas non plus et posait des questions sous le choc, mentionnant les noms des personnes sans comprendre s'il s'agissait vraiment d'espions. Notre héros observait la situation de dos, assis et entendant tout. Le gars, comme d'habitude, était perdu dans ses pensées, mais cette fois il ne spéculait pas, il tirait des conclusions. Il était intrigué par la raison pour laquelle l'association de nettoyage n'avait pas incité ses membres à agir, même s'ils avaient déjà fini de se préparer à détruire l'association des anomalies. Il s'est avéré qu'ils étaient en état d'attente. Maintenant, tout est devenu clair.
Notre héros réfléchit, regardant la scène, réalisant qu'il y avait un total de 9 personnes sur la liste, dont 7 sur scène. Cela signifiait qu'il y avait encore 2 espions qui n'avaient pas été démasqués. En un instant, quelque chose vibra dans sa poche. Bien sûr, c'était son téléphone. Lee Fan fut légèrement surpris par cet inattendu, puis fouilla dans sa poche. Soudain, le gars se demanda s'il avait également été exposé. À ce moment-là, des interrogatoires avaient lieu sur scène. Les jeunes se mettaient en formation, tandis qu'un homme adulte marchait à leur côté et qu'une fille au bout de la scène observait tout. Il était difficile de distinguer leur visage car la jeune fille portait un masque. L'homme a demandé aux jeunes gens qui ils étaient et d'où ils venaient. Après que la question ait été posée, les gars se sont indignés, considérant cela comme un ton insultant. La jeune fille se tenait calmement devant les jeunes hommes, les bras croisés sur la poitrine, et expliquait calmement que les menteurs seraient condamnés de toute façon. La jeune fille a retiré son masque avec un sourire narquois sur le visage et a déclaré que toutes les personnes impliquées en paieraient le prix. Après sa déclaration, quelque chose de terrible est arrivé aux suspects. C'était comme s'ils se retrouvaient dans leur pire cauchemar. Les yeux cramoisis étaient partout, fixés uniquement sur eux. Tout cela a eu un effet magique sur les suspects. Au début, ils ont nié les accusations. Mais maintenant, la jeune fille en pleurs a déclaré qu'ils avaient péché et qu'ils s'étaient repentis. L'un des jeunes hommes était prêt à payer pour son erreur, tandis que l'autre avouait être un espion. Les individus interrogés, piégés dans leur cauchemar, se sont effondrés au sol. Saisissant l'occasion, la jeune fille qui se tenait au-dessus d'eux leur demanda quel était leur objectif. Les individus contorsionnés ont répondu honnêtement, certains disant qu'ils voulaient invoquer le Seigneur des Abysses, d'autres voulaient se souvenir de leur Seigneur, et certains ont débité des bêtises, affirmant qu'ils voulaient se purifier des esprits et protéger le monde. Les gens qui observèrent cette scène horrible étaient horrifiés. Certains juraient et essayaient d'accepter le fait que des personnes familières étaient en effet des espions. Certains avaient même vécu avec ces gens et éprouvaient de la terreur. Il y en avait même qui admirèrent la sagesse du directeur. Sinon, l'Anomaly Association serait en grand danger. Au bout d'un moment, des individus spécialement armés se sont précipités et ont commencé à arrêter les espions. Notre héros a continué à observer cette scène et s'est demandé si c'était le pouvoir de cette fille de l'Anomaly Association. Après tout, la capacité de contrôler les esprits est très difficile à acquérir. Et très probablement, si cela s'appliquait à notre héros, il aurait tout avoué tout de suite. Après tout, ce qui s'est passé, le réalisateur s'est approché du podium et a commencé à prononcer un discours. Il a parlé des changements importants que le monde dans lequel il vivait était en train de subir. Une attaque cruelle. Il espère que toutes les personnes présentes à la réunion réaliseront et comprendront l'importance du maintien de la paix parmi toutes ces anomalies. Il a ensuite annoncé que la séance était close. Pendant ce temps, notre héros restait assis, l'air pensif, pensant à quel point il était bon que tous les espions aient été retrouvés. Lee Fan avait tenu quelque chose dans sa poche pendant tout ce temps, et pour une raison quelconque, il l'a serré. C'était une télécommande. En sortant de la réunion, parmi la foule, il marchait en appuyant sur le bouton de la télécommande dans sa poche, pensant que les 300 bombes dans le bâtiment étaient toujours en sécurité. Et pourtant, les gens qui l'entouraient n'avaient aucune idée du danger. Presque le dernier à quitter la salle, le jeune homme jeta un coup d'œil vers la scène après avoir senti un regard perçant. La personne debout à côté du podium le regardait. Cependant, à ce moment-là, le réalisateur discutait de quelque chose avec son assistant, lui demandant s'il avait remarqué quelque chose d'étrange. La personne à côté de lui a répondu que rien ne s'était passé. Cependant, il y avait un gars qui est arrivé en retard à la réunion, prétendant que ses parents étaient revenus le voir. Il semblait que la jeune fille qui avait interrogé les espions avait entendu la conversation entre les deux hommes, et s'était approchée en demandant si cette personne possédait un pouvoir spirituel. L'assistant a mentionné que sa note de passage était légèrement supérieure à la plus basse et qu'il travaillait dans le secteur analytique. Le plus étrange, c'est qu'il avait présenté une lettre de démission. Plus loin, l'assistant s'est demandé pourquoi notre héros avait décidé de démissionner, mais il l'a ensuite emmené tranquillement. Puis il supposa avec désinvolture qu'il avait dû regretter ce qu'il avait fait. Le réalisateur a écouté ce monologue avec la fille au super pouvoir. Il a conclu que Lee Fan avait un faible pouvoir spirituel et qu'il n'était pas nécessaire de perdre son temps avec lui. Après avoir tout entendu, la jeune fille a demandé au directeur si elle devait effectuer un test au détecteur de mensonges. Après tout, plusieurs personnes sont passées entre les mailles du filet. Ces 3 individus étaient déjà en train de partir. Le directeur a répondu à la question en disant qu'il n'était pas nécessaire de s'occuper de personnes aussi insignifiantes puisqu'ils n'attrapèrent pas les plus importantes.
Il a poursuivi en déclarant que le but de l'Anomaly Association était de lutter contre les anomalies, et que tant que chaque travailleur contribuait à sa cause, tout irait bien. Mais si quelqu'un faisait quelque chose d'inhabituel, il n'y aurait rien de mal à le punir pour cela. En un instant, le visage du réalisateur changea et il ordonna à 2 personnes qui le suivaient de tuer tous les espions capturés. Comment ose-t-il se montrer? Des rumeurs devaient leur parvenir, il fallait donc agir. La fille au super-pouvoir et l'assistante n'ont eu d'autre choix que de se mettre d'accord avec leur patron. Pendant ce temps, une fête de bienvenue a eu lieu dans la salle de banquet pour le département analytique. Naturellement, notre héros était là. Il était assis à une table ronde avec ses collègues, et ils discutaient clairement de quelque chose de positif, alors que des sourires ornèrent leur visage. En un instant, tout le monde leva son verre et porta un toast. Notre héros a commencé à faire connaissance avec ses collègues. Il s'est levé et a parlé avec un homme moustachu qui avait probablement déjà bu plus d'un verre de vin. Cet homme à la cravate rouge a salué Lifan et a exprimé sa joie que notre héros ait rejoint le département d'analyse. Après tout, il était la première recrue qu'il voyait au cours des 2 dernières années. Notre héros s'est entretenu avec le chef du département, M. Kian, le remerciant pour son discours de bienvenue et lui demandant plus de détails sur ce qu'il rencontrerait dans son rôle. Le chef du département commença joyeusement à expliquer. Il a dit qu'il est probable que Lifan sache que le travail du département d'analyse consiste à analyser les corps de personnes infectées par une infection anormale. Il a demandé à notre héros de venir le lendemain à 3 heures, et M. Zhang le guiderait et lui montrerait tout. Notre héros a été tellement touché qu'il a pensé à quel grand leader il avait, puisqu'il lui avait donné une demi-journée de congé. Après quelques minutes, Lifan, de bonne humeur avec un sourire aux lèvres et un verre de vin levé, a dit que tout allait bien et qu'il était prêt à venir à 8h30 comme d'habitude. Après tout, ce qui a été dit, pour une raison quelconque, tout le monde a commencé à rire. Et notre héros se sentait très mal à l'aise et ne comprenait pas ce qui se passait. Après quelques instants de rire, un des employés a déclaré que s'il arrivait à 8h30 du matin, il serait le seul à arriver à cette heure-là. Zaline essayait simplement de retenir son rire. Après s'être un peu calmé, un homme agréable et souriant qui était le directeur adjoint, Lu Dalong, a expliqué que le travail dans le secteur analytique durait de 3 à 5 heures du soir, donc c'était trop tôt pour le jeune homme, et il ne verrait personne. Pendant que tout le monde essayait de lui expliquer comment le travail était fait et comment il était réalisé, notre héros ressentit dans son cœur la panique, l'horreur et la confusion. Comment se fait-il qu'il ne travaille que 2 heures par jour? Tout était-il vraiment si insouciant? Mais il a réussi à rassembler ses idées et à poser maladroitement la question, en se grattant l'arrière de la tête, de savoir s'ils avaient réellement fait des analyses dans ce secteur. L'un des chercheurs du secteur analytique, Zhang Hongbin, s'est approché de lui de manière amicale, a serré Lifan par les épaules et l'a rassuré. Toutes les rumeurs qu'il avait entendues sur le secteur analytique, le qualifiant d'ennuyeux et de tortueux, étaient répandues par les salariés eux-mêmes. Au cours de son récit, le chercheur souriait, tandis que notre héros était visiblement émerveillé. Après cela, ils ont levé la main de notre héros et lui ont expliqué que la mission du département était de faire le minimum de travail et de se relâcher. Pendant ces paroles, tout le monde applaudissait et agitait la main. Puis les chants « Faites le minimum de travail et relâchez-vous » ont commencé. Notre héros se réjouissait déjà clairement. Lifan se tenait à côté du directeur du département, tenant une bouteille d'alcool à la main, et a dit qu'il lui avait ouvert les yeux aujourd'hui, et que maintenant cet endroit était sa 2e maison, donc en tant que membre de la famille, là il n'y avait pas lieu de s'inquiéter. Il ferait tout ce qui était nécessaire. Il porta ensuite la bouteille à ses lèvres, et but avec un tel enthousiasme qu'une partie du contenu se déversa sur son menton, mais il n'avait pas l'intention de s'arrêter. Les spectateurs ont visiblement apprécié ce qui se passait. Ils sourièrent tous et certains applaudissaient même. Au bout de quelques instants, notre héros était visiblement ivre. Après avoir vidé la bouteille, il la posa sur la table et s'appuya dessus, disant que tout avait été consommé et qu'il en voulait plus. Quelque temps plus tard, notre héros était allongé dans son lit, toujours vêtu des mêmes vêtements qu'il portait plus tôt, sans se changer ni se préparer au sommeil. La raison était évidente, puisqu'il y avait plusieurs bouteilles d'alcool vides près de son lit. Le matin est venu et Lifan, ouvrant légèrement les yeux et s'étirant après son réveil, a commencé à penser au fait que s'il s'endormait dans l'état dans lequel il se trouvait, cela signifiait qu'il était complètement ivre. Puis son téléphone, posé à côté du lit sur la table de nuit, s'est mis à sonner. Se surmontant, notre héros s'est levé avec un violent mal de tête et a plissé les yeux en regardant l'écran du téléphone, essayant de comprendre qui l'appelait si tôt le matin. Après avoir répondu à l'appel, il a d'abord entendu un message d'accueil, suivi d'un sifflement.
À ce moment, le jeune homme se réveilla complètement. Ensuite, l'appelant s'est adressé positivement à Lifan, mentionnant à quel point il était bon qu'il ait réussi à échapper au piège tendu par l'association des anomalies. Mais le projet Coucou continuerait malgré tout, suivi de nouveaux sifflements. Notre héros était horrifié. Toujours en tenant le téléphone près de son oreille, le jeune homme essayait de deviner qui pouvait bien l'appeler. Peut-être que c'était quelqu'un de l'association de purification, le directeur. Et peut-être que ce qu'il venait d'entendre était une recommandation. Appuyé sur le canapé, le jeune homme, se considérant comme un collectionneur, pensait qu'il devait rester calme car c'était un gros bonnet. En tenant le téléphone près de son oreille, dans les intervalles entre les sifflements, il entendit des fragments de phrases. Par exemple, quelqu'un a sous-estimé quelqu'un d'autre, et il a été mentionné que Lifan n'aimait toujours pas parler, et quelqu'un s'est excusé, disant qu'il lui avait fait du mal et qu'il lui paierait une compensation appropriée. Notre héros se sentit flatté et poussa un soupir en réalisant qu'ils lui avaient présenté leurs excuses. Au bout d'un moment, le jeune homme était déjà debout près du lit, et de la voix la plus tranquille, prononça la phrase qu'il avait entendue à l'autre bout du fil, disant « Pour la bienveillance du maître ». Il entendit l'écho de cette phrase derrière lui, suivi d'autres sifflements. Après tout cela, le jeune homme a raccroché et s'est effondré sur le lit, réalisant qu'il avait réussi à tromper ce bon départ. Cependant, il ne comprenait toujours pas en quoi consistait la rémunération et s'il voulait le nommer administrateur ou quelque chose du genre. Notre héros croyait sérieusement que l'appel venait de l'association. Mais comme nous le savons déjà, notre héros se trouvait dans le corps d'un inconnu. Il a donc décidé de regarder autour de lui pour voir si le collectionneur avait laissé quelque chose de nécessaire à sa survie. Dans l'une des armoires, il sembla remarquer quelque chose d'intéressant. Cela ressemblait à un journal intime ou à un cahier avec une clé. Lifan a posé le livre sur le sol et s'est assis en face, l'examinant de tous les côtés, tout en se demandant si ce livre l'aiderait à survivre. Quelque temps plus tard, notre héros marchait délibérément quelque part. Il avait l'air trop confiant. C'était intriguant de voir ce qui avait changé. Il s'approcha de la porte de son collègue. Après que le collègue soit sorti, Lifan a salué Zhang. Zhang ne s'attendait pas à voir un nouveau venu, et il semblait qu'il était gêné parce qu'il souriait maladroitement et se grattait la tempe. Tenant un outil dans ses mains, l'homme a invité notre héros à examiner un corps présentant une infection anormale. Le visage de Lifan a changé. Il était heureux d'être invité. Des images de divers instruments de dissection et d'examen ont commencé à apparaître dans son esprit, et puis il pensa « Est-ce que ça a toujours été aussi cruel ?» Au bout d'un moment, le corps d'une femme gisait devant lui. Il y avait des plaies sur tout son corps et on ne savait pas ce qui suintait de sa chair. En voyant cela, notre héros fut rempli d'horreur et de panique. Il pensait que le travail de nuit ne valait pas tout cela et ne comprenait pas pourquoi M. Zhang l'avait impliqué dans tout cela. Il avait cru que tout cela était fortuit. Bientôt, nous apprendrons plus de détails sur cette histoire. Quelque temps plus tard, ils se trouvaient tous les deux dans la loge du département d'analyse. La pièce n'était pas particulièrement grande. Il y avait de nombreux casiers et 2 meubles de taille différente pour le rangement, dont un réfrigérateur. Dans l'un des casiers, le chef adjoint du département a sorti quelque chose et a expliqué à notre protagoniste à quoi il servait. En un instant, l'homme tenait un costume blanc intégral. Il semblait satisfait de son travail, souriant en parlant des tâches du secteur analytique, qui consistait à examiner les cadavres et à identifier tout reste d'anomalie à proximité des corps. Après que le costume ait été remis à Lifan, Zhang a pris exactement le même costume pour lui-même. Il était toujours joyeux et vif, soulignant que c'était le seul moyen de protéger leur immunité contre l'infection anormale et que les protocoles de sécurité devaient être suivis. Lifan a assuré à son commandant en second qu'il ferait attention, mais il semblait inquiet et anxieux. Puis Zhang, en véritable leader, a commencé à faire visiter la pièce aux nouveaux venus. Il s'est avéré que la pièce était un espace de protection contre les infections anormales et les urgences. En s'approchant de l'une des 2 boîtes, Zhang a expliqué qu'il s'agissait d'un casier à armes et qu'il y en avait un similaire dans la salle de garde. Il a assuré aux jeunes spécialistes qu'ils pourraient les utiliser pour leur protection si nécessaire. Notre protagoniste était naturellement perplexe car ce secteur était censé être le plus sûr, alors il a posé une telle question. Mais il semblait que la sécurité n'était pas le problème. Après que la question ait été posée, le chef adjoint s'est penché plus près de l'oreille de notre protagoniste et a commencé à raconter quelque chose avec horreur dans la voix. Il a parlé de certaines personnes travaillant dans le secteur de l'investissement qui avaient une vaste expérience et étaient des pervers. Parfois, la nuit, ils se faufilaient dans la morgue pour trouver des cadavres de femmes. Il ne pouvait rien dire de plus alors que la peur l'envahissait. Notre protagoniste ne s'attendait clairement pas à entendre de telles choses.
Après que Zhang ait fini de parler, il s'est éloigné du jeune homme et a fait un geste indiquant qu'il devait garder le secret et ne le dire à personne. Li Fan, de son côté, a crié avec indignation sur la façon dont une telle chose pouvait arriver, et si ces pervers existaient réellement. Zhang a ensuite prononcé une phrase qui décrivait pleinement leur travail. Lorsque vous regardez longtemps dans un abîme, l'abîme vous regarde également. Après cela, il a ajouté que dans quelque temps, notre protagoniste se rendrait compte que c'était effectivement vrai. Pour détourner l'attention de son nouveau collègue, Zhang a garanti que les chances que quelque chose se produise étaient très minces, raison pour laquelle ce secteur était considéré comme le plus sûr de l'association des anomalies. Cependant, Zhang n'a pas semblé très convaincant, car il a regardé le casier à armes et a déclaré qu'il y avait trop de poussière dessus. Après avoir prononcé ces mots, il soupira de soulagement et déclara que c'était effectivement sûr. Quelque temps plus tard, ils ont tous deux enfilé leur équipement de protection et ressemblaient à des personnes vivant dans une zone infectée, ce qui, dans un sens, était vrai puisqu'il y avait un virus anormal qui faisait rage autour d'eux. Debout sur le pas de la porte, l'homme s'est adressé à notre protagoniste, l'informant qu'aujourd'hui le cadavre de la femme serait son poste de travail et sa première mission. Il a montré du doigt le bureau du secteur analytique, qui se trouvait juste là, et a suggéré qu'ils se mettent au travail. Naturellement, le jeune spécialiste ne pouvait pas refuser une telle offre. Il se trouvait dans une pièce assez spacieuse. D'un côté, il y avait une table avec des outils, et presque au milieu, il y avait une table avec un cadavre enveloppé dans un tissu spécial. Zhang, à l'aide d'un outil de dissection, a demandé à notre protagoniste de consulter les dossiers, car ils contenaient des informations sur les infections. Après ces mots, Li Fan a immédiatement commencé à suivre l'ordre. Avec le cahier en main, notre protagoniste a examiné le corps, essayant d'imaginer comment tout cela s'est passé. Il était une fois, dans le bâtiment A21937, une petite épicerie où les visiteurs étaient habituellement nombreux. Une jeune femme avec un enfant se tenait au comptoir de la caissière. Quelque chose s'est produit entre le caissier et un client, à un moment donné. Comme vous l'avez peut-être déjà deviné, c'est le même caissier nommé Hai Tao, qui travaillait au 3e étage du grand magasin, qui est à l'origine de toutes les mutations et de la propagation de l'infection. Il s'est transformé en une énorme créature grotesque aux yeux rouges et aux griffes acérées. Les gens autour de lui étaient terrifiés. Contre sa propre volonté, le caissier a attrapé avec ses griffes acérées une jeune fille terrifiée qui se tenait à proximité. Sans hésiter, il ouvrit la bouche, semblable à un trou noir, et jeta la pauvre fille à l'intérieur, tout en tenant toujours l'enfant dans son autre main, qui regardait se dérouler cette horrible scène. Cette action a fait que le garçon et la fille sont devenus le même genre de créature que lui. Ils ont réussi à conserver une apparence quelque peu humaine, mais les yeux rouges brillants et les veines saillantes sur tout leur corps étaient très troublants. Collectivement, cela a conduit à la progression et à la propagation de l'infection. Finalement, le monstre, la femme et le garçon ont fusionné en une seule entité. C'est sous cette forme qu'ils se sont précipités dans la rue pour propager le virus. Naturellement, les gens se sont dispersés dans toutes les directions à cette vue. En fin de compte, cette créature a fait des ravages dans tout le grand magasin, inondant les pièces de sang. Il y a eu 7 morts et 32 blessés. Quelque temps plus tard, le chaos prit fin. Le 2e peloton du 3e bataillon de l'Association des anomalies du Sud-Ouest est arrivé et a réussi tant bien que mal à neutraliser la fusion de ces 3 entités. Avec ces mots, l'histoire que lisait notre protagoniste prit fin. Après l'avoir lu, il s'est demandé si la lettre d'index E pouvait signifier que l'infection anormale avait un rang E. Le garçon entreprit d'ouvrir le cadavre, révélant les contours d'un être monstrueux avec une bouche anormalement grande et déformée. Cependant, le garçon a quand même décidé d'exprimer ses hypothèses à son partenaire. Notre protagoniste, tenant le cahier à la main, s'est approché de l'homme et lui a demandé si une créature de rang E pouvait créer une telle horreur. Sans distraction, l'homme a répondu que les anomalies ne devaient pas être sous-estimées. Après tous les préparatifs pour disséquer la créature, les partenaires se sont approchés et ont commencé à scier son crâne. Zhang a expliqué à notre protagoniste comment il savait que le jeune homme aspirait à devenir l'un des meilleurs enquêteurs, mais l'a également mis en garde contre le taux de mortalité élevé dans leur département. Ce secteur était différent des autres. Pendant ce temps, le jeune homme tentait de mesurer le crâne de la créature avec une règle. Une fois le crâne ouvert, un liquide sombre en sortit. Alors qu'ils essayaient de le contenir, notre protagoniste a dit avec confiance à son partenaire qu'il continuerait à faire ce travail jusqu'à ce qu'il atteigne la retraite et qu'il puisse partir en toute tranquillité. Mais il semblait que son partenaire n'y prêtait pas attention, trop absorbé par la dissection. Notre protagoniste était content de s'être entraîné depuis plusieurs mois, car sinon,
Ils n'auraient pas pu résister à l'odeur du sang. Le frère de Zhang a trouvé une tâche pour eux deux. Il chargea le jeune spécialiste de disséquer le cerveau extrait, tandis que lui-même procédait à l'examen du reste du corps. Notre protagoniste a demandé à son supérieur de se détendre, exprimant combien il admirait ce secteur et combien il ne pouvait pas attendre chaque nouveau jour. En réponse, l'homme a exprimé sa satisfaction pour ce qu'il avait entendu, disant qu'il serait heureux si le jeune homme apprenait quelque chose ici, puis il a fait une blague sur une voiture. Il semblait que le garçon n'y prêtait pas beaucoup d'attention, car ses yeux étaient attirés par une lumière rouge vif. Il remarqua des panneaux affichant des informations sur le corps de la créature. Le jeune homme commença à se demander pourquoi le voyant rouge s'était allumé. Les écrans indiquaient que la puissance spirituelle de la créature avait dépassé de 7 fois celle d'un humain ordinaire, bien qu'elle n'ait pas de cerveau. En plaisantant, il se dit que c'était exactement comme son chef de service. Notre protagoniste s'est approché avec intérêt de son partenaire compétent et expérimenté, lui demandant si une telle chose pourrait se produire en cas de traitement brutal des anomalies. Mais son partenaire lui a assuré que cela ne pouvait pas arriver car, lors de son précédent emploi dans un atelier de réparation automobile, les gens le traitaient de méticuleux, car réparer une voiture était comme faire une intervention chirurgicale. Cependant, Zhang semblait inquiet. Les deux commencèrent à examiner la cavité buccale du monstre. Audi tenait la bouche ouverte avec un outil spécial pendant que l'autre essayait de trouver quelque chose à l'intérieur. Soudain, la pièce se remplit de lumière rouge. Les gars échangèrent des regards, tous deux perplexes quant à ce qui pouvait se passer. Soudain, le camarade expérimenté eut une idée. Il prit une pince chirurgicale et sortit quelque chose de la gorge de la créature. Il s'est avéré qu'il s'agissait d'une pièce de monnaie ancienne, du genre utilisé pour le paiement. Mais comment pourrait-il finir dans sa gorge? Il semblait que ce n'était pas une simple pièce de monnaie. Il était lié à la propagation de l'infection anormale, avec l'image d'une femme dessus ressemblant clairement à une pousse. Avec de nombreux yeux sur tout le corps émettant une couleur verte brillante, ainsi que des écailles au lieu de peau et des cornes sur la tête, cette femme semblait incarner plusieurs espèces. À ce moment-là, les partenaires ont admiré la pièce avec extase, tout en exprimant à quel point elle était belle. Notre protagoniste semblait devenir fou à la vue de sa beauté et a même essayé de l'atteindre. Après la suggestion, le garçon a soudainement disparu. Quelques instants plus tard, il revint avec une sorte de conteneur. Il tenait la boîte dans sa main comme si c'était la chose la plus précieuse de sa vie. Il a proposé à Zhang de placer le précieux objet dans la boîte. Il semblait que le partenaire était d'accord avec l'opinion du nouveau venu, car il transférait soigneusement la fausse pièce dans la boîte à l'aide d'un outil. Au fond de cette boîte remarquable se trouve une substance molle pour un transport plus sûr et plus prudent du contenu de la boîte. Après que la pièce ait été placée dans la boîte, le garçon a immédiatement fermé l'autre moitié de la boîte. Après un bref instant, les gars tendus poussèrent un soupir de soulagement. Le directeur adjoint, se tenant la tête et fermant les yeux, a déclaré que tout ce qu'ils avaient vécu était assez dangereux. Pendant ce temps, notre protagoniste, essayant toujours de reprendre son souffle, adopta la même pose que son partenaire et demanda pourquoi on ne lui avait pas prévenu de se protéger correctement, puisque la force spirituelle émise par ces créatures était très dangereuse. En réponse aux préoccupations exprimées, Zhang a expliqué qu'en cas d'infection, un signal d'alarme automatique s'activerait et que les pulvérisateurs libéreraient un anesthésique puissant, même trop fort pour une personne ordinaire. Ce serait suffisant pour les assommer, donc cela aiderait certainement. Après une brève conversation, les garçons ont repris leur travail inachevé. Li-Fan a commencé à s'occuper du corps, tandis que Zhang a dit qu'il s'occuperait d'autre chose. Au cours de ces tâches, notre protagoniste a exprimé ses hypothèses et ses observations. Plus précisément, il a noté que la coquille de la créature n'était pas aussi simple qu'il y paraissait, et pendant un instant, il est apparu que le niveau de rayonnement dépassait la centaine. Son collègue, indigné, a déclaré que le secteur des enquêtes était trop irresponsable car il ne laissait presque rien derrière lui. Une fois toutes les discussions et tous les travaux terminés, les hommes se sont dirigés vers les chambres réfrigérées. Monsieur Zhang a continué à parler de la manière dont ils avaient accompli leur travail et de la manière dont le secteur de la recherche reprendrait l'enquête le lendemain. Après que tout ait été dit et fait, l'homme expérimenté leur a ordonné de rédiger un rapport et de tout remplir selon le modèle. C'était tout ce qu'on leur demandait. Cependant, notre protagoniste ne comprenait pas si cela pouvait vraiment être aussi simple. Les hommes essayèrent de faire entrer l'énorme monstre dans la chambre réfrigérée. Zhang a expliqué au jeune homme que leur travail était non seulement sûr, mais aussi sans hâte. Après avoir terminé leur travail, ils sont retournés dans la pièce où le surveillant s'habillait, courbant le dos et se plaignant de ses maux de dos.
Il a mentionné qu'il devait rentrer chez lui parce que sa fille avait besoin d'aide pour faire ses devoirs. Il a demandé à contre-cœur à son nouveau collègue de passer la nuit et de veiller. Notre protagoniste a répondu de manière rassurante, lui disant de ne pas s'inquiéter et qu'il gérerait tout correctement. Cette nuit-là, notre protagoniste était de service au service analytique. Il était assis dans la pièce où se trouvait la boîte d'armes, à moitié allongé sur une chaise, perdu dans ses pensées. La clé avait l'air très raffinée. Les bords et les rainures révèlent un savoir-faire et un talent incroyable. Notre protagoniste, maintenant assis à table, essayait de l'examiner avec lassitude, dans l'espoir de trouver un indice qui ferait la lumière sur ce qui se passait. Mais il ne pouvait que conclure, d'après les inscriptions, qu'il appartenait à la dynastie Han, ou qu'il avait été fabriqué à l'époque pré-industrielle. Le jeune homme s'était déjà préparé une tasse de café pour l'aider à réfléchir plus clairement à ce qui se passait. Tenant la clé dans sa main, il se souvint des paroles qu'il avait entendues, qui parlaient de l'obscurité sans limite, d'une prison sans maître, où finissent les personnes sans origine. Après la dernière phrase, il se demanda comment on pouvait être sans origine. Était-ce comme l'huile de tournesol, qui n'est rien tant que les bons ingrédients ne sont pas ajoutés? Pour se distraire d'une manière ou d'une autre, notre protagoniste a décidé de regarder la télévision. Confortablement assis dans son fauteuil, une tasse de café à la main, il l'alluma. Il a décidé que quoi qu'il arrive, il voulait profiter de ce quart de nuit, son tout premier. Après un certain temps, notre protagoniste est devenu très agité et effrayé. Il devint soudain alerte et commença à regarder autour de lui. C'était comme s'il était en transe. Son regard tomba sur la caisse d'armes. Des sons étranges ont commencé à en sortir. Des sons pas amicaux. Au début, notre protagoniste pensait que c'était un rêve, mais il avait très peur, même si c'était le cas. Mais Lifan ne pouvait pas rester assis et attendre. Alors il a décidé de se lever. Pendant qu'il regardait autour de lui, les mêmes personnes infectées par le monstre qu'ils avaient examiné et disséqué il y a quelque temps se sont approchées derrière. Il se dit de la porte. Mais d'où venait-il? Notre protagoniste pouvait sentir leur regard intense sur son dos. La fille et le garçon avaient l'air tout à fait humains. La jeune fille sourit et s'appuya contre la fenêtre, demandant au jeune homme de l'ouvrir. Mais le garçon avait l'air étrangement distant, comme s'il fixait toujours un point. Notre protagoniste se demandait si tout cela n'était qu'un rêve. Notre protagoniste au bon cœur a décidé qu'il devrait finalement ouvrir les portes. Mais en se dirigeant vers la porte, il pensa à quel point leurs visages lui semblèrent familiers. Cependant, il a osé supposer qu'il s'agissait de travailleurs qui faisaient des heures supplémentaires. Et puis, parlant à haute voix, il a dit qu'il ouvrirait la porte et a attrapé la poignée. Après avoir saisi la poignée, il réfléchit sérieusement à la façon dont il s'était retrouvé ici. Ceux deux-là étaient toujours debout près de la fenêtre, immobiles. Soudain, notre protagoniste a semblé réaliser quelque chose. Ses yeux s'écarquillèrent, et une goutte de sueur coula sur son front. Puis le jeune homme se tourna vers la fenêtre et examina attentivement ces personnes. Il se rendit compte qu'il s'agissait des deux cadavres qu'ils avaient disséqués plus tôt pendant les heures de travail. Sous ses yeux, l'image du matériau ouvert avec le monstre et ses deux cadavres attachés apparut. La jeune fille, réalisant que la porte ne leur serait pas ouverte, s'est mise à crier, demandant pourquoi ils avaient été amenés ici, quel genre d'endroit c'était et où était son mari. Et pourquoi, après avoir été amenés ici, ils ont été abandonnés. Elle n'avait plus l'air entièrement humaine, car sa peau était la même qu'après la rencontre avec le monstre. Après avoir terminé son monologue, le garçon qui se tenait à côté d'elle intervint. Il a demandé s'ils appartenaient à la police ou si l'homme qui s'adressait à notre protagoniste l'était. Après cela, ils ont demandé ce qui se passait. Ils ont mentionné qu'ils étaient au grand magasin pour acheter des chaussures, et le jeune homme a demandé à revenir les chercher. Il avait acheté le dernier modèle de chaussures pour lequel il avait économisé de l'argent. Ce garçon regardait comme un vivant mort. Lifan avait déjà regretté d'avoir accepté tout cela plus d'une fois. Le jeune homme était horrifié et reprochait à son partenaire de l'avoir entraîné dans cette aventure car le travail ne valait pas ce qui se passait. Sans trop réfléchir, le jeune homme a décidé de prendre les armes dans la pièce. Puis il a rapidement enfilé la même combinaison de protection que celle utilisée pour les dissections. Le jeune homme était terrifié. En quelques instants, ils se regardèrent tous les trois, mais uniquement à travers la vitre. Oui, notre protagoniste les regardait par la fenêtre. Le visage de la jeune fille s'est transformé en quelques secondes, et il n'avait pas l'air très attrayant. Ses yeux sont devenus d'un rouge démoniaque, et tout son visage était couvert d'ulcères qui semblèrent prêts à éclater. Du sang ou un liquide similaire coulait de sa bouche. Il ne restait aucune trace de la gentille fille qui avait demandé à entrer il y a quelques minutes à peine.
Désormais, seule la fille démoniaque et un garçon qui ne différait pas beaucoup d'elle frappèrent sur la vitre de toute leur force restante. La jeune fille semblait essayer de faire appel à la conscience de notre héros, lui demandant ce qui n'allait pas chez lui et pourquoi il les avait condamnés à mort. Elle voulait parler au gérant et déposer une plainte. Le garçon, à son tour, reprochait également à notre héros de ne pas trouver drôle de refuser l'entrée aux gens. Notre héros n'y prêta absolument aucune attention et resta simplement là, observant les zombies à travers la vitre. À un moment donné, ils ont tenté de percer, mais ils n'y sont pas parvenus car le verre était par balle. Toutes leurs autres tentatives pour atteindre notre héros furent en vaine. Le garçon se tenait avec une arme, se préparant à se défendre, et derrière lui se trouvaient des écrans montrant tout ce qui se passait dans les locaux. Le système d'alerte aux radiations a été activé. Ce n'était pas une très bonne nouvelle. Une substance inconnue a traversé le couloir, enveloppant tout sur son passage. Les murs, le sol et le plafond étaient recouverts de ce liquide brun. Des corps ont commencé à sortir des sacs et des réfrigérateurs de la morgue. Ils étaient horriblement défigurés, et il semblait que plus rien ne pouvait les aider. Mais une force inconnue leur a donné vie. Des monstres sortaient de chaque crevasse et la substance brune continuait de se répandre dans tout le bâtiment, donnant une nouvelle vie à toutes sortes de créatures. Il semblait qu'un mécanisme imparable s'était mis en marche. Notre héros se tenait dans une combinaison de protection, faisant apparemment ses adieux à la vie. Son quart de nuit avait échoué. Ses yeux étaient remplis de désespoir et de douleur, alors qu'il disait mentalement au revoir à tous ses amis et à sa famille. Après tout, un si grand nombre de zombies l'entourerait en quelques secondes, ne lui laissant aucune chance de survie. Il a semblé nécessaire de prendre des mesures rapides pour éviter cela.